Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information. Au sommaire, prestation de serment ce vendredi à la Cour des comptes et des consuls référendaires et des élèves auditeurs viennent d'être mis à la disposition de cette institution après leur admission au concours d'accès à la formation des magistratures. Ousmane Kanté, le fils de l'ancien président guinéen, fait à nouveau parler de lui. Il est accusé par ses frères d'avoir revendu l'un des appartements de leur défunt père. Sa famille entend porter plainte contre lui. En France, un policier a été tué, 2 autres blessés jeudi soir dans une fusillade sur les Champs-Élysées. Cet acte terroriste a été revendiqué par l'organisation de l'État islamique. Vous entendrez le Premier ministre français dans ce journal. Et voilà, c'est tout pour les titres et bienvenue. L'humanité célèbre ce vendredi 21 avril la journée mondiale de lutte contre le paludisme. En Guinée, les autorités du département de la santé font état des progrès enregistrés dans le pays et se penchent également sur d'autres stratégies pour en finir définitivement avec le paludisme, une maladie qui tue plus que le VIH-Sida. Les nouvelles sont bonnes. Le taux de prévalence est passé de 100 à 80%. Mariam Nabé et Yacouba Traoré pour les explications. Les autorités en charge de la santé se basent cette fois sur les progrès enregistrés en Guinée contre la maladie à l'occasion de la journée mondiale du paludisme. Les zones à forte prévalence ont connu ces 2 dernières années une baisse considérable selon les techniciens. La région de Kindia est passée de 81 à 20% et celle de Kankan de 50 à 19%. Prévention et prise en charge devraient être gratuits dans toutes les structures sanitaires du pays. Cependant, comme vous le dites, il y a des personnes, excusez du terme, indisciplinées, qui s'amusent à rançonner les malades, à rançonner les personnes qui viennent et qui donc leur demandent de l'argent. C'est absolument inacceptable. L'éducation, la sensibilisation, la distribution des moustiquaires et les activités de pulvérisation domiciliaire en région ont constitué des moyens de réduction de la prévalence. Parce que vous prenez la mortalité globale, en 2012 c'était au plus de 100 pour 1000 et aujourd'hui on est autour de 80 pour 1000 en termes de décès. Mais il faut reconnaître que chaque semaine au moins 10 enfants guinéens meurent de paludisme. Le programme national de lutte contre le palu existant, avec l'appui des partenaires, va travailler selon le ministre de la Santé sur d'autres stratégies en vue de finir progressivement avec la malaria. Actuellement, nous n'avons pas un vaccin directement au niveau des points de dispensation, mais il y a des vaccins qui sont en expérimentation. La plupart sont à la phase 3, c'est-à-dire à la phase d'administration aux individus. La Guinée fait partie des pays pilotes où nous avons l'expérimentation de ces vaccins au centre de recherche de Mafréan. La moyenne nationale de prévalence en Guinée est de 44%, même si Nzérékoré est de nos jours la zone où le taux de prévalence est le plus élevé. Et comme je vous l'annonçais dans les titres, 8 greffiers composés de consuls référendaires et des élèves auditeurs viennent d'être mis à la disposition de la Cour des comptes après leur admission au concours d'accès à la formation des magistratures. Ces greffiers ont prêté serment ce vendredi devant les cadres de l'État. Ces nouveaux stagiaires comptent dorénavant travailler en s'abstenant de toute pratique inappropriée. Mohamed Valek Touré. Ils sont des consuls référendaires, des greffiers et élèves auditeurs à avoir prêté serment devant la Cour des comptes pour leur admission au concours d'accès à la formation de magistrature. Après une année de formation, ces admis obtiendront leur brevet de magistrature de la Cour et recevront les grades d'auditeurs. Je reste convaincu que vous connaissez et mesurez le sens, la portée et les conséquences du serment que vous venez de prendre. Le serment est la promesse solennelle par laquelle tout impétrant s'engage solennellement à affirmer sa volonté de rechercher la vérité avec constance et courage
de remplir sa mission selon les lois et de les respecter, les règles de droit avec une inaltérable droiture, sans fléchir et sans succomber aux tentations. Avec l'appui de l'Agence française d'expertise internationale et du projet de renforcement des corps de contrôle des finances publiques, la Cour des comptes oblige à ses nouveaux auditeurs d'éviter toute situation de nature à porter atteinte à leur impartialité, s'abstenir des relations inappropriées et de toute autre influence. Vous devez donc veiller à éviter toute prise d'intérêt, tout avantage pour vous-même ou pour autrui dans l'exercice de vos fonctions. Pour mener à bien leur mission, la probité implique qu'ils refusent toute forme de bénéfice, d'avantage ou de faveur proposée par quiconque. J'exhorte tout particulièrement les élèves auditeurs à une assiduité sans faille et à redoubler d'efforts tout au long de leur stage. La Cour des comptes est une juridiction de contrôle des finances publiques. Elle juge les comptes publics, les établissements publics et les collectivités territoriales et locales. La Guinée tend vers sa normalisation dans le processus de transparence dans le secteur des pêches. Ce vendredi, le département et son point focal ont réitéré cette volonté par l'animation d'un point de presse pour détailler l'importance d'une telle initiative. Explication Gibril Ba. La FETI, un outil qui détermine l'engagement du gouvernement guinéen à rendre transparent le secteur de la pêche. Cette décision explique par ailleurs sa présence parmi les 5 pays pilotes de l'initiative. Pour rendre cela effectif, tous ces responsables de la pêche doivent suivre l'approche participative. En effet, tout pays qui adhère à la FETI et qui remplit les obligations à sa charge est déclaré pays conforme, un statut qu'il peut perdre en cas de mauvaise performance. Il y a des observateurs qui sont unanimes que les ressources halieutiques dont dispose la Guinée ne peuvent être négligeables, d'où l'impérieuse nécessité du ministère de la Pêche d'agir. Agir pour que la pêche soit rentable pour l'économie nationale. Cependant, l'initiative pêche est distincte de l'initiative mine, en ce que dans le secteur minier, il s'agit certes de ressources extractives, mais de ressources non renouvelables et de ressources statiques. Dans le cadre des ressources halieutiques, il s'agit des ressources qui se déplacent, des ressources qui sont mobiles et des ressources qui sont renouvelables. Peut-être la Guinée serait bien partie à la veille de la tenue d'un événement de portée mondiale. Il s'agit de la Journée mondiale de la pêche qui s'annonce comme une grande aspiration pour les organisations socio-professionnelles de la pêche. Le pays va être dorénavant comme un pays jugé conforme parce que les conditions, nous les aurons remplies. Et c'est l'une de ces conditions, c'est la conférence de presse que nous animons aujourd'hui, qui démontre hors de tout doute raisonnable la volonté de notre gouvernement de s'engager dans cette perspective-là. Le processus pour la transparence dans le secteur de la pêche s'étend peu à peu dans la sous-région. Sa mise en œuvre permettra aux pays halieutiques, particulièrement ceux de l'Afrique de l'Ouest, d'éviter des pertes qu'on peut évaluer à $1 milliard. Le projet de construction d'un port de pêche moderne à Kaporo est en discussion. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime, bien avant sa conférence, a reçu une délégation japonaise. Je vous propose de le suivre au micro de Gibril Ba. Bien sûr, d'ailleurs, c'est ce qui a fait que le programme a pris un peu plus de temps. Il y a les études d'impact environnemental qui ont été réalisées. Nous allons procéder actuellement au dédommagement des gens qui ont été touchés par la délocalisation et toutes les dispositions sont prises par la partie japonaise pour que cela puisse se traduire sans déranger personne, sans que les gens ne perdent des avantages ou que soient dérangés dans leur installation. Donc nous suivons ça avec beaucoup d'intérêt et c'est une très bonne nouvelle. Nous voulons profiter de l'occasion pour remercier nos partenaires du Japon qui ont toujours été là auprès de la Guinée et contribué dans le secteur de la pêche. Et c'est une très grande opportunité pour nous aujourd'hui. Les agents de la Direction nationale des impôts bénéficient depuis ce vendredi d'une formation qui doit durer une semaine. L'objectif est de limiter les fraudes fiscales. La formation est assurée par des experts français en fiscalité. Compte rendu à Mamadi Kalisso. Le but de cette formation est de permettre aux agents de la Direction nationale des impôts
de déceler des fraudes organisées par certaines grosses entreprises afin de transférer les bénéfices réalisés en Guinée et non dans des paradis fiscaux. D'essayer d'apporter une technicité aux vérificateurs guinéens pour pouvoir appliquer donc, les prix de transfert dans le cadre des contrôles des entreprises multinationales qui exercent en grand nombre en Guinée, notamment dans les exploitations minières. L'impôt constitue la première recette d'un État. Si cette formation est bien assimilée, cela permettra à la Guinée de recouvrir le maximum de recettes chez les multinationales. L'impact, c'est de permettre à la Guinée de toucher les recettes fiscales dont elle est en droit d'attendre, qu'elle est en droit d'attendre de la part de ces entreprises, et d'éviter tous ces montages qui permettent de faire échapper les bénéfices fiscaux vers des fiscalités privilégiées au détriment de la population guinéenne qui se voit privée de ces recettes. La formation s'étendra sur une semaine. Elle concerne des agents de la Direction nationale des impôts qui sont directement en contact avec les comptables des multinationales. Cette participante est optimiste. Je pense qu'au terme de cette formation, on sera en mesure de réduire un peu l'évasion fiscale et la fraude fiscale internationale au niveau des multinationales que nous gérons ici. Et en plus, la formation étant un outil de renforcement, je ne peux que remercier cette belle initiative prise par notre directeur, en passant par la formation des cadres qui sont là, en faisant venir aussi les cadres de la Direction générale des finances publiques. Ouf de soulagement pour les étudiants dans les universités publiques. La plupart sont en possession de leur bourse d'entretien depuis l'entame de cette semaine. À l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, les guichets de paye sont pris d'assaut et chaque matin par les étudiants. Cette paye intervient après plus de 3 mois de retard. Malik Songana Kamara et Gibril Tabak Kamara. Ça y est, ils sont en train d'être payés. La bourse d'entretien arrive à un moment où la galère avait atteint son paroxysme chez certains étudiants qui vivent loin des parents. Parce qu'on attendait impatiemment maintenant. Oui, bien sûr que ces bourses-là, certains les qualifient de minimes, mais pour nous, en tant qu'étudiants venant de l'intérieur, nous savons vraiment que ce que cela nous donne, nous savons ce que cela nous rapporte. 3 mois de rappel. Cet argent va permettre à ces étudiants de faire face aux problèmes de documentation, au transport et à certains autres besoins vitaux. Une fois l'argent en main, les billets sont attentivement comptés d'abord pour le respect des prévisions. Ça nous permet de rembourser certaines dettes qu'on a eu à s'endetter par rapport à certains besoins vitaux pour la documentation. Même si c'est de payer les pékins là par mois, c'est important, même si ce n'est pas beaucoup, mais le peu de temps que ça nous prend là, ce n'est pas petit. Alors qu'il est 15 heures, certains sont à l'attente et la plupart depuis plusieurs heures. Ils ne se découragent pas du tout. À l'attente de nos bourses d'entretien, parce que ça fait un petit moment là qu'ils n'ont pas payé une tranche de 3 mois, ça fait 3 mois maintenant et demi. C'est aujourd'hui que nous allons rentrer en possession de ces bourses d'entretien pour satisfaire certains de nos besoins. Cette opération se déroule dans de bonnes conditions. Les responsables veillent au grain. On paie ici pas. À la 3e édition des Jeux universitaires, c'est pour bientôt et l'heure est au dernier réglage. Ce vendredi, une réunion technique avait eu lieu pour définir les nouvelles règles qui vont régir ce tournoi ainsi que le calendrier des matchs. La réunion avait lieu entre les membres du comité technique et les représentants des universités. Le tournoi débutera le 6 mai et seuls le football et le basketball sont les disciplines retenues. Alseni Bari et Alseni Kamara. Les Jeux universitaires débuteront le 6 mai 2017, après un tournoi préliminaire des universités privées ce 26 avril. 3 disciplines sont maintenues, le football, série filles et garçons, le basketball, série filles et l'athlétisme. Des innovations sont prévues pour cette 3e édition, notamment la visibilité et l'augmentation du nombre d'équipes.
Sur le plan de la communication, nous sommes en train de voir dans quelle mesure il pourrait y avoir une retransmission directe des différentes rencontres qui vont avoir lieu très prochainement au cours de ces compétitions interuniversitaires. Et même à la même occasion aussi, nous sommes en train de voir si possible avec les partenaires qui nous accompagnent, Continental Group, comment passer un contrat avec la chaîne de télévision, je dirais peut-être française ou internationale, Canal+, pour voir, comme vous pouvez le constater actuellement, le championnat de football ivoirien est très souvent retransmis sur les chaînes de Canal. Nous souhaitons que les Jeux universitaires, très prochainement, peut-être pourquoi pas à partir de cette 3e édition, nous puissions aussi retransmettre de façon directe les matchs qui vont se jouer à Conakry et à l'intérieur du pays. Les représentants des institutions semblent être réjouis de cette réunion. Tous nourrissent un grand espoir quant au bon déroulement de ces Jeux. La rencontre a été d'une importance capitale pour nous parce que nous avons tiré les leçons de l'édition passée et tout en se lançant dans l'actuelle édition naturellement qui doit démarrer le 6 avril, mais plus précisément 2017 dans toutes les institutions d'enseignement public et privé qui naturellement prendront part à cette compétition. Nous estimons qu'il y a une détermination de la part de la direction du sport universitaire qui ne ménage aucun effort pour mettre l'essentiel à la disposition de ces institutions pour une participation efficace et efficiente tout au long de cette compétition. L'objectif des Jeux universitaires est de créer un esprit d'équipe et de partage entre les étudiants guinéens. Outre, c'est aussi permettre aux confédérations sportives de dénicher des talents. Au-delà de son caractère rassembleur et solidaire pour nos étudiants, est une aubaine permettant au mouvement sportif guinéen d'y puiser des talents en vue de qualifier dans un moyen terme le niveau de nos équipes nationales dans les disciplines respectives. D'ailleurs, l'objectif principal du sport universitaire à long terme serait de servir de grenier aux différentes associations sportives nationales, comme c'est le cas dans d'autres pays. À la fin de la réunion, les universités publiques ont bénéficié de jeux de maillots et de ballons. À l'actualité en Afrique, les 4 syllabes de son nom sont omniprésentes en Gambie, de la coque de navire à l'enseigne de bar Kunta Kinte. L'esclave rebelle dans l'Odyssée est connu dans le monde entier grâce à une série télévisée, mais dans le pays d'où il a été arraché par des négriers pour un voyage sans retour vers les colonies britanniques d'Amérique du Nord, la mémoire de ce symbole de la traite atlantique est aujourd'hui menacée. C'est un reportage de nos confrères de l'AFP. Ce groupe d'élèves s'apprête à visiter un important site historique de la Gambie, l'île de Kunta Kinte. Située au milieu du fleuve Gambie, elle abrite des vestiges de la traite négrière. Je pense que c'est très important parce que nous devons connaître notre propre histoire. C'est la seule façon pour nous de comprendre et de réaliser notre potentiel. Au XVIIIe siècle, c'est dans cette cellule qu'un certain Kunta Kinte fut détenu par les Portugais. L'histoire de cet esclave insoumis devenu héros national a été popularisée dans les années 70 grâce à la série américaine Racine, adaptée du livre de l'écrivain Alex Haley. Aujourd'hui, les vestiges du fort sont encore visibles, mais une partie importante de l'île a été détruite par les flots au fil du temps. Avant, l'île était très grande, 6 fois plus grande. Aujourd'hui, elle est 6 fois plus petite à cause de l'érosion. Peu d'efforts ont également été faits par les autorités gambiennes au cours des ans pour conserver et mettre en avant cet héritage historique pourtant classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les historiens lancent un appel au nouveau gouvernement gambien pour protéger et faire la promotion de l'île. Selon eux, l'ancien président Yahya Jammeh a négligé l'endroit au profit de son village natal et obligé les visites organisées à y faire étape. On avait beaucoup de pression de sa part pour se conformer à sa vision de l'histoire de la Gambie. Et comme nous avons résisté, l'île a souffert d'un manque d'attention et d'un manque de fonds, en particulier en ce qui concerne la conservation. Aujourd'hui, seul ce petit musée de l'esclavage existe près du village natal de Kunta Kinte, mais les idées de développement touristique ne manquent pas. L'historien souhaiterait notamment une vraie formation pour les guides et que des spectacles culturels et un centre spécialisé voient le jour.
Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle de la télévision Espace. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée avec les programmes de la télévision Espace.